pour présenter le prochain orateur. Donc, notre prochain orateur est le professeur Frédéric Dehaye de l'ISAE Supaéro à Toulouse, qui est directeur du laboratoire de facteurs humains et de neuroergonomie à l'ISAE. Il est aussi le holder de 2 chaires, une chaire en neuroergonomie et sécurité aérienne, et une autre en technologie neuroadaptative pour les facteurs humains et l'aviation, quelque chose comme ça. C'est aussi le fondateur de la conférence internationale de neuroergonomie et du journal Frontières en Neuroergonomics. Donc, il travaille sur beaucoup de choses, traitement de signaux cérébraux, neurosciences cognitives, psychologie et la synchronisation physiologique et cérébrale dont il va nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour l'introduction. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. L'organisation est parfaite. Je passe un très bon moment, même depuis hier soir, pour ceux qui étaient là. Et l'idée, c'est vous parler de synchronisme entre 2 cerveaux dans la continuité du talk précédent, mais également vous montrer que la synchronie avec les technologies était importante à considérer. Et je vais essayer de vous en convaincre avec en partie la vidéo suivante. Et puis, je vais quand même essayer de faire un petit lien, un micro-lien avec la médecine. Quelque chose qui ne va pas? C'est qu'on ne voit pas le diable. Ah oui, c'est vrai que c'était un instant. Ouais, c'est mieux. Et donc, je vais essayer de vous faire quand même le lien avec le neurofeedback également, et au moins un lien avec la médecine, parce que je peux comprendre qu'il y avait des gens dans le domaine médical aujourd'hui qui étaient là. Donc, c'est mon challenge aujourd'hui. Là, ce que vous allez voir, c'est une reconstitution d'un accident qui s'est malheureusement terminé de manière dramatique. Et l'idée, c'est de se concentrer justement sur la mauvaise coordination humain-humain et humain-machine. The altimeter just stuck. Qui rejoue directement la reconstruction des Altimeter's boîtes noires. stuck. Yeah, All of them. this is really new. Keep V2 plus 10, V2 plus 10. The speed. Yeah, The speed. yeah, right. V2 plus 10. What happened? We're not climbing. I'm climbing, but the speed. November 603 tower, go on. Okay, we declare an emergency. We have no basic instruments, no altimeter, no airspeed indicator. We declare an emergency. Roger, altitude. We don't have. We have until 1,000 feet, approximately 1,700. 1,700. 1,000 feet, roger, roger. You are turning slowly to the right, correct? No, we're keeping course to fly away from the shore. No, we're trying to maintain course. You want course for Pasita localizer, right? Correct. No, not yet. Let's Turn solve the right, problem. heading 350, we suggest. Yeah, but we're Take the gonna. autopilot out. The autopilots are out. Autopilots are on. They're not. On 9.7. Oh, disconnected. Auto throttle's disconnected. Let's see what reads here. Read all that. Auto flight, altitude alert, autopilot disconnect, rudder ratio. Okay. Hey, shit, we're going down. Hey, shit. The airplane that could guide us in Aero Peru that may be around or somebody? Don't tell them anything about that. Yes, because right now we're stalling. We're not stalling. It's fictitious. It's fictitious. We have Shaker. How would it be not? Shaker, but it is but even with speed brakes, we're maintaining 950 feet. Why don't we read the same? I don't understand. Power. What power do we have? Look, it's coming back. Arrêtez de vous traumatiser parce qu'ils finissent par s'écraser avec 150 personnes à bord parce qu'il n'y a aucune cohérence au sein de l'équipage. Il y a des alarmes qui vont sonner, ils ne les écoutent plus, personne ne se parle, la tour, les pilotes, copilotes. L'interaction avec la machine se passe très mal. Et donc, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas faire écho avec les excellents travaux qui vous ont été présentés tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas aussi mesurer cette synchronie, avoir des marqueurs de cette efficacité et comment on pourrait adapter les interactions humain-humain, humain-machine avec cette notion de synchronie cérébrale. Donc, je ne vais pas revenir sur l'état de l'art qui a été présenté et je vais gagner du temps, mais effectivement, il y a des travaux qui ont été initialement faits en IRM, ceux de Montagu, mais de manière intéressante, avec des capteurs portables, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on peut investiguer la cognition dans des situations extrêmement réalistes comme des danseurs dans le cadre de la musique, effectivement, même avec l'audience, il y a de la synchronie qui peuvent se produire, dans les jeux vidéo, dans le cadre d'étudiants. Pour les professeurs, c'est intéressant de voir à quel point vos étudiants sont synchrones ou pas avec vous, c'est une mesure qui pourrait être moi qui m'intéresserait. Et puis dans des situations plus d'ergonomie, de pilote.
Et de manière intéressante, ça a été peu évoqué tout à l'heure, sur des synchronies aussi physiologiques. Anne-Marie Brouwer vous évoquera, elle a fait des travaux très intéressants, où quand on s'écoute, on parle, on a des synchronies physiologiques, le cœur, la respiration qui vont être synchronisées, dans les mêmes paradigmes. Donc c'est vraiment intéressant. Et nous, on voulait savoir si on pouvait appliquer ces mesures dans un cadre de situation critique, comme par exemple l'aviation. Et c'est des choses que j'ai fait avec notamment ma camarade et collègue Raphaël Roy, qui soutient son HDR mardi. Donc, Raphaël, si tu nous entends, bon courage. Et je vous encourage à y assister parce que la présentation sera en ligne. Et avec un doctorant que l'on a encadré, on a réalisé cette tâche-là. Donc, il y a une tâche qui a été développée par la NASA qui s'appelle la MATB, qui est la tâche que vous voyez là-haut ici, qui est une tâche de sélection des pilotes. Il faut faire du pilotage, il faut répondre à des alarmes, il y a des pannes, etc. C'est très compliqué, c'est du multitasking. Et normalement, on le fait sur un seul pilote. Et l'idée du doctorant, c'était de se dire, on va mettre 2 MATB, comme dans un cockpit, il y a une recopie, ils ont les mêmes displays, les mêmes écrans. Et puis, le commandant de bord, il va faire les tâches du haut, le copilote, il va faire les tâches du bas, d'accord? On va manipuler la charge mentale, et dans certaines conditions, ils ont le droit de céder. C'est-à-dire qu'imaginons que le commandant de bord loupe des alarmes, le copilote peut venir l'aider, comme ce qui se passe dans la vraie vie. Et dans des conditions, on leur a dit, certaines conditions, vous n'avez absolument pas le droit de collaborer. Même si votre commandant de bord n'est pas bon, vous n'avez pas le droit de collaborer. Alors, à quoi ça ressemble? Citrus 902, tune your COM1 radio to frequency 127.725. D'accord. Et on a enregistré les mouvements oculaires, je ne vous présenterai pas les résultats, on met des mouvements, l'activité cardiaque et l'activité cérébrale. Et une mesure justement assez originale que ma collègue Raphaël Roy a eu l'idée d'utiliser, c'est une mesure de détection de coïncidence qui est assez intéressante et qui a été développée normalement en neurosciences fondamentales pour voir des synchronies entre deux neurones, parce que des 2 neurones tirent en même temps. D'accord. Donc on a des enregistrements intracellulaires des 2 neurones, est-ce qu'ils tirent en même temps? Et là, l'idée, c'est de se dire, j'ai le rythme cardiaque en haut du commandant de bord, celui de mon copilote. On va mettre un seuil, par exemple 20 millisecondes, et on va compter le nombre de fois où les cœurs tapent en même temps. Vous voyez là, c'est 0 parce qu'ils ne sont pas en même temps. Là, on a 1, 0, 0, 0. Donc, dans chaque condition, coopération, pas coopération, on va compter le nombre de fois où les cœurs tapent en même temps. Et c'est une mesure intéressante parce qu'elle nous permet, on n'est pas tout le temps en train de collaborer. D'accord. Il y a juste des moments particuliers. Cette méthode, elle est très bien pour voir des collaborations qui seraient locales. Parce qu'on a benchmarké ça avec d'autres méthodes. Et donc, on a une méthode statistique pour montrer que ce n'est pas par technique de shuffling, ce n'est pas du hasard, etc. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que quand la tâche est difficile, et surtout en particulier quand ils collaborent, on a les cœurs qui vont se mettre à battre. La probabilité que les cœurs battent ensemble est très élevée. D'accord. Alors, c'était rapporté, on n'est pas les seuls. Anne-Marie Brouwer, son équipe a montré ça, d'autres personnes l'ont montré. On ne comprend pas toujours encore les mécanismes. Et là, c'est vite fait des choses aussi qu'on a faites en synchronie. Alors, c'est différentes mesures. Là, c'est de la corrélation. Alors, quand on tire un trait, ça veut dire que l'électrode ici et l'électrode d'ici, les mesures, les séries temporelles sont, par exemple, corrélées. Là, c'est la mutual information en dessous, mais c'est assez probant de montrer que quand ils collaborent, on voit des synchronies assez fortes qu'on ne voit pas quand ils ne collaborent pas. Donc, c'est la première manip qu'on a faite et qu'on a trouvé assez intéressante, mais on a voulu aller plus loin. On s'est dit, est-ce que le fait d'être finalement dans la même salle, il n'y a pas des choses qu'on sent, on entend l'autre respirer fort, on l'entend s'énerver, etc. Il y a peut-être des signaux qui font que ma synchronie va se forcer. Et puis, ils avaient une tâche qui était assez similaire, même s'ils n'avaient pas exactement les mêmes sous-tâches, il y avait des choses qui étaient similaires. Il faut faire attention aussi dans beaucoup d'expérimentations en synchronie, ce qui a été rapporté tout à l'heure. Les gens rapportent des synchronies cérébrales, mais c'est juste parce qu'en fait, vous êtes en train de faire la même tâche. D'accord. Si je vous mets un morceau de musique où ça devient dramatique, vous soyez seul avec une personne, c'est normal que votre cœur s'accélère. Donc, vous êtes plutôt loqué. Enfin, c'est la tâche qui va venir vous synchroniser plus que l'interaction sociale. Et du coup, l'idée, on a voulu essayer de contrôler un peu tous ces camps de forme, tous ces facteurs confondants, où on a mis un contrôleur aérien qui est au sol et il doit guider son pilote, comme ça se fait un peu dans la vie, on va dire, de tous les jours. Et il devait trouver une base pour se poser ou un endroit. D'accord. Et encore une fois, on a fait des mesures cardiaques et des mesures cérébrales. Et là, l'idée, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment la même tâche, parce qu'il y en a qui étaient pilotes, l'autre qui était au sol, mais ils avaient un but commun. Et comment ça se passait dans la tâche?
eh bien, vous aviez le copilote qui, pardon, la personne, dans la condition de coopération, la première condition, ils se textaient entre eux. Donc, vous voulez éviter aussi tous les mouvements de mâchoire qui peuvent polluer aussi le signal électroencéphalographique. Et par exemple, le contrôleur lui dit: est-ce que tu vois le château sur ta droite? Le pilote dit: oui, j'ai visuel. ATC, vole vers le sud-ouest, etc. OK, copie. C'est comme ça qu'ils échangent avec un vocabulaire qui est extrêmement formalisé dans ce domaine, dans ce milieu professionnel. Et on avait besoin d'une condition de no coopération. Alors, comment la faire, celle-ci? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une IA, entre guillemets, avec des bots conversationnels. C'était une IA basée très simple sur des arbres de décision et qui allait être mimiquée, qui allait reproduire le comportement humain. Et puis aussi, l'humain il met un certain temps il a un champ de vision limité, etc. Donc, on a donné les mêmes contraintes à l'IA pour éviter d'avoir une différence. Donc, ça nous a mis pas mal de temps pour bien mettre ça au point. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dit au contrôleur: tu vas guider un pilote bot. D'accord ? Et il communique: est-ce que tu vois la rivière? Et on a un contrôleur bot aussi qui va guider de manière textuelle le pilote, etc. Donc, il communique, on espère la manière la plus naturelle possible. Donc, ça, c'était notre condition, entre guillemets, pas de coopération. Mais là apparaît un confound, donc un facteur confondant, qui est que dans cette situation, ils vont texter, ils vont échanger. Et comme l'a expliqué Guillaume tout à l'heure, et comme on l'a vu dans les slides, quand on communique, il y a la synchronie. Donc, il pourrait y avoir ici uniquement la synchronie parce qu'ils sont en train de chatter ensemble. Et ça ne nous plaisait pas trop, parce qu'ici, évidemment, non seulement la tâche n'est pas complètement synchrone, et en plus, quand ils échangent entre eux, ce n'est pas en même temps que ceux-là. D'accord? Donc, on pourrait avoir ce conforme. Et le petit truc qu'on a fait pour les tromper, c'est que, en fait, lui, quand il va envoyer un message, mais son message ne part pas tant que, par exemple, lui n'a pas texté l'autre. D'accord? Donc, d'une certaine manière, on va essayer de forcer cette communication pour que les communications arrivent en même temps, dans les deux cerveaux en même temps, même s'ils ne sont pas ensemble, pour éviter ce biais-là. Et la dernière condition, qui est peut-être la plus rigolote, c'est, je ne sais pas si vous êtes familier avec le test de Turing, je ne sais pas si ça vous parle. En gros, l'idée, c'est que vous ne savez pas si vous êtes avec une machine ou avec un humain. Et là, on a dit à nos participants, vous allez collaborer ensemble. Et en fait, ils ne collaboraient pas ensemble, ils collaboraient avec les bots. Mais ils n'étaient pas au courant. Et de la même manière, on a synchronisé les messages pour vraiment faire croire aux deux humains qu'ils étaient ensemble. Et ce que je vous ai peut-être pas bien expliqué, c'est qu'ils n'étaient pas dans la même salle. D'accord ? Enfin, on a mis quelque chose qui les fermait, ils avaient des casques qu'ils ne pouvaient vraiment pas entendre. Ils n'avaient pas de contact visuel. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la performance, c'est-à-dire la capacité des équipages à trouver la piste d'atterrissage par le guidage, elle est la même. Qu'on soit avec un bot, avec un vrai humain, qu'on soit dans la condition fake, la performance est exactement la même. En revanche, quand vous interrogez les humains en leur demandant avec qui vous avez préféré, avec qui ça a été le plus efficace, d'après vous, qu'est-ce qu'ils disent? Avec l'humain, ça s'est bien passé, avec le bot, ça s'est mal passé. Non. Toutes les métriques que l'on a pu avoir ont montré que la performance est exactement la même. Et même dans la condition fake condition, donc ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient un bot, ils pensaient que c'était avec un humain. Aussi, dans cette condition, ils disent ouais, ça s'est mieux passé. D'accord? Donc, c'est intéressant de regarder aussi ces notions d'interaction avec des bots et de synchronie. On a des mesures de charge mentale pour savoir ce que subjectivement vous avez plus de charge mentale. Charge mentale subjective, ils ont dit qu'ils ont eu plus de charge mentale avec le bot, mais quand on regarde des mesures cardiaques qui peuvent rendre compte d'un certain effort mental, il n'y a pas de différence. Et on a utilisé différentes mesures cardiaques, et encore une fois, vous voyez, dans la condition de coopération, on a plus de synchronie cardiaque, synchronie physiologique, quand ils sont humain-humain que dans les autres conditions, malgré toutes les pincettes qu'on a essayé de faire pour contrôler ça. Idem avec les métriques cérébrales, par exemple de covariance, on a plus de synchronie cérébrale dans les conditions humain-humain que dans les autres conditions. Donc, ce que je trouve intéressant d'une certaine manière, et là on a une autre métrique qui s'appelle la Global Efficiency, c'est à quel point les réseaux dans votre cerveau sont efficaces. Vous prenez des chemins courts, ou quand vous êtes ensemble, votre cerveau va prendre des chemins optimum entre les deux cerveaux. Il y a encore une fois une autre métrique, donc toutes les métriques quasiment allaient dans le même sens. Et je trouve ça intéressant d'une certaine manière, c'est que votre physiologie ne ment pas. C'est-à-dire que subjectivement, vous avez l'impression de moins bien bosser avec des robots, vous avez l'impression d'être moins synchrone, et vous, par exemple, on peut vous flouer, c'est-à-dire vous croyez que vous êtes avec un humain et vous êtes en fait avec une IA, mais votre cerveau, votre physiologie ne se fait pas tromper, ne se fait pas berner. Et dernière analyse aussi qu'on a pu faire, on a regardé juste la condition humain-humain,
Et on a eu, en gros, 50% de nos équipages qui n'ont pas été très bons, parce qu'ils ne connaissent pas, et 50% des équipages qui ont été bons. Quand je dis pas bon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à amener, à coopérer de manière suffisante pour arriver à destination. Et donc, si on regarde également, alors ceux qui ont été bons, ils sont en rouge, ceux qui sont moins bons, ils sont en bleu. Et ce qu'on voit de manière assez évidente, c'est qu'il y a plus de covariance, plus de synchronie cérébrale chez les bons équipages. On voit dans la communication, il y a eu moins de communication, ça a été plus efficace, et ça se traduit aussi par, a priori, des métriques neurophysiologiques qui traduiraient une plus grande synchronie cérébrale chez les bons équipages. Et dessus, on a fait de l'IA, du machine learning, pour essayer de détecter en temps réel à quel point l'équipage est synchrone. Avec l'idée peut-être de voir comment on pourrait en temps réel, par des techniques de neurofeedback ou autres, synchroniser tout ça. D'accord? Donc, voilà, les bonnes équipes, bon équipage avaient plus de meilleure synchronie cérébrale. Alors, vous avez vu dans le début de la présentation, je vous ai parlé de... Je vous ai dit qu'on a vu, c'est de manière évidente, l'équipage prenant compte, elle ne voit peut-être pas au bon moment, elle ne cherche pas à synchroniser, c'est à vous de synchroniser la machine. Et nous, à l'inverse, on voudrait que l'humain et la machine, il y ait une symbiose entre l'humain et la machine. Et pour faire cela, il y a 3 approches qu'on propose. Il y a une approche qui est plutôt de, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est la machine qui va venir essayer de se synchroniser avec vous. C'est une première où on va designer des displays, des alarmes, je vais vous montrer comment, qui peuvent se synchroniser ou qui viennent resynchroniser le cerveau. Une deuxième stratégie, c'est d'avoir Adaptive Automation, c'est-à-dire que vous avez un système qui est intelligent, qui va vous prendre la main quand vous êtes fatigué, un peu comme quand vous avez un copilote. Vous vous rendez compte que le copilote se rend compte que vous êtes fatigué, le copilote peut prendre la main, par exemple. Vous voudrez que la machine fasse ça, et sinon, vous pouvez adapter l'humain par des techniques de neuromodulation. Donc là, vous voyez venir le lien avec le neurofeedback, je vous en ai promis, et, ou avec de la neurostimulation ou d'autres techniques. Alors, on va parler du premier cas. Ça a piqué un peu les oreilles. En fait, j'arrête l'alarme, ils ont oublié de sortir le train d'atterrissage. L'alarme les provenait, le train d'atterrissage n'était pas sorti. Vous avez la puissance du son, ils l'entendent dans leur casque. Et ils ont été tellement fascinés par la piste, par des informations visuelles, que leur traitement de l'information auditive ne s'est pas fait. Donc là, l'idée, c'est d'une part comprendre, et puis surtout que ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait resynchroniser avec Daniel Callan, qui est chercheur associé au labo. On a placé des gens dans une IRM, des pilotes dans une IRM, et on leur a demandé de faire le Red Bull Race, c'est-à-dire que... Donc là, ils ont des goggles, enfin avec des jeux de miroir ou des lunettes, on peut leur montrer la simulation, et puis ils ont la main extérieure de l'IRM. Pas évident parce qu'ils ne doivent pas bouger, mais du coup, ça rajoute pas mal de stress et qui fait qu'ils ont loupé 35% des alarmes. Et on a pu montrer que quand les alarmes ne s'entendent pas, alors ce que vous allez voir, ce sont surtout des résultats de connectivité cérébrale. Et ce que vous voyez en bleu ici, c'est le cortex auditif STG1, donc Superior Temporal Gyrus, donc lié au cortex auditif primaire, qui est éteint quand il passe notamment entre les barrières ou quand ils n'entendent pas les alarmes. Et ça, il y a des mécanismes top-down qu'on a montré, je ne peux pas vous montrer tout ça, mais des mécanismes de haut niveau qui fait que quand la situation devient difficile, eh bien, la première chose que le cerveau va faire, c'est décider d'éteindre le cortex auditif. Et les aires visuelles liées au mouvement vont, elles, être suractivées. Donc, il y a une balance qui se fait, le cerveau qui fait un pari. Et le lien aussi, pour comprendre ça, on a fait des manips contrôlées en laboratoire, en simulateur et en conditions réelles de vol. Donc là, on met nos pilotes qui doivent faire des phases de vol assez compliquées. On leur envoie des alarmes, ils doivent appuyer sur un bouton quand ils entendent les alarmes. Donc l'idée, c'est aussi d'aller investiguer ces phénomènes dans la vie réelle. Et, bon, ça va continuer à tourner. Sans rentrer dans les détails, on a regardé des mesures de synchronie cérébrale. Et ce que vous voyez, ça, c'est les réponses du cerveau quand il entend les alarmes. Et là, quand il n'entend pas les alarmes, sans rentrer dans ces mesures de cohérence, ce que nous disent ces choses-là, c'est qu'en fait, quand votre cerveau entend les alarmes, il va vraiment se rephaser avec le son. Il va se mettre en phase, il va à chaque fois se resynchroniser avec l'environnement, avec les alarmes. Et quand il n'entend pas,
le cerveau n'arrive pas à se resynchroniser. C'est-à-dire que le cortex auditif n'est pas synchrone. Et on a montré, en lien avec l'IRM, ce sont probablement des mécanismes qui sont implémentés, et je reviendrai là-dessus pour le neurofeedback, dans des aires plutôt frontales, dans le SMA par exemple. Et en fait, l'idée, c'est de penser à la galère d'Astérix. Vous voyez, il y a le gars qui tape sur le tambour, et il y a tous les rameurs, les pauvres rameurs, qui vont se mettre à ramer. Et donc, ce rythme qui serait autour de 4-8 Hz serait implémenté ici, et il viendrait synchroniser le cortex auditif qui serait les rameurs. Alors, les rameurs, ils vont souvent plus vite que le tempo, mais tout le monde est synchronisé. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment, ce mécanisme de connectivité, en fait, il se fait par lui qui va arrêter de synchroniser le cortex auditif. Donc, le mécanisme va se réaliser par des problèmes de dysynchronie et sur lesquels on aimerait bien pouvoir agir. Autre chose aussi, ça sort un peu du contexte, mais il y a des travaux qui ont été proposés dans les années 60-70 et qui ont été de plus en plus validés par des données en IRM, en EEG, c'est de montrer aussi des liens entre le cœur et le cerveau, des synchronies cardiaques cerveau, donc ça vous les connaissez. Mais il y a votre cœur, quand il se contracte, donc dans les phases de systole ventriculaire, quand il va se contracter, en fait, ça va mettre beaucoup de bruit dans tout votre système, bruit électrique, une surpression d'une certaine manière, et il a été montré que ça va venir désactiver, désensibiliser votre cortex, le traitement cortical de l'activité. Notamment si vous envoyez des alarmes et stimuli visuels au moment de bloqué sur cette contraction musculaire du cœur, et bien la probabilité d'entendre une alarme ou de voir rapporter un son, un flash visuel est bien plus faible. D'accord? Donc ces synchronies sont vraiment importantes, pas que entre les individus, au sein de notre cerveau et au sein de nos organes. Et est-ce qu'il y en a qui ont eu des enfants? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des enfants petits? J'aurais dû garder Camille avec son enfant. C'était très bien. On a une belle démonstration. Il y a quelque chose qui s'appelle auditory roughness. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle la rugosité auditive. C'est que vous avez un son, par exemple, là, ah, puis vous allez le moduler à 70-80 Hz. C'est ah, un son très agréable. Et c'est ce que font les enfants, les nouveau-nés. Ils vont venir, je pense que tu es plus ou moins dedans aussi, ils vont venir moduler leur son à 70 Hz, 60-70 Hz. Et on parle de brain hacking, l'auteur parle de brain hacking. Pourquoi? Parce qu'on est sur des fréquences endogènes de l'attention dans les bandes gamma. Et ce qui montre, c'est qu'on ne peut pas les louper. Et ils viennent, ce cri d'enfant vient venir synchroniser, entraîner le cerveau des parents. Donc c'est très difficile. Et donc il y a plein de travaux en IRM, en électroencéphalographie qui ont montré les propriétés qui viennent effectivement resynchroniser le cortex, tous les rythmes attentionnels, qu'on a des réponses plus sustained, plus long terme, et qu'on vient exciter beaucoup plus d'air cérébral. Donc la nature fait bien les choses. Et donc nous, l'idée, c'était de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas, non pas utiliser des cris d'enfants, mais sur la rugosité, rajouter la rugosité, faire cette modulation. Et ça, c'est la tâche de MATB que vous avez vue. Et ils doivent, en plus de la tâche, là, ils sont tout seuls, on leur balance des alarmes, ils appuient sur un bouton quand ils entendent des alarmes. Et là, ce que vous voyez, c'est une alarme rugueuse. Statistiquement, on a moins d'alarmes loupées que quand on a une alarme la même, mais non rugueuse. Et ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est juste que si vous avez entendu tout à l'heure, il y a des communications radio. Donc, quand on a une alarme, quand vous processez une alarme auditive, donc il y a déjà un conflit de son, c'est très prenant. Et même dans les conditions de communication, là, le son rugueux passe mieux. D'accord? Une autre approche aussi, qui est là de dire on va essayer de pas de moduler, c'est pas l'interface qui s'adapte, mais on va essayer de moduler l'individu d'une certaine manière. Et on a travaillé pour savoir si on pouvait utiliser du neurofeedback pour améliorer les capacités cognitives de nos pilotes. Et en particulier, j'ai la chance de travailler avec Stéphanie Henriquez-Geppert, qui est quelqu'un qui fait des choses très intéressantes, des très beaux travaux, mais plutôt sur la pathologie, sur des gens qui ont des troubles cognitifs légers, et comment on peut améliorer le fonctionnement cognitif de ces gens-là. Et elle fait justement du frontal midline theta. Donc ça fait écho avec tout à l'heure l'image que je vous ai montrée, cette espèce de rythme, d'accord, qui vient synchroniser plusieurs aires cérébrales, qui est fondamental. Il a été montré que dans le fonctionnement exécutif, plus vous allez être capable de produire ce rythme-là, un rythme régulier et puissant, mieux vous allez être efficace dans des tâches de mémoire de travail, de planification, de flexibilité mentale, etc. Donc, c'est ce fameux θ qu'on va mesurer ici, cette cloque à 4-8 Hz. Ce n'est pas les slides dans le bon ordre. Voilà, c'est pas grave, c'est vraiment des désordre. Le lien très rapide avec la médecine, quel est-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a pu montrer, on a fait une revue, on a pu montrer que finalement, c'est que sous stress,
vous, des pilotes, vont avoir des troubles exécutifs et qu'il y a un véritable continuum cognitif finalement entre un sujet sain qui est stressé et quelqu'un qui a une pathologie cérébrale, comme un parkinsonien, qui est dans un environnement non stressant. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que nous, on voit chez nos pilotes, par exemple, des incapacités on va parler de syndrome de persévération, une incapacité à la flexibilité mentale, comme on peut observer, par exemple, chez les parkinsoniens, chez des gens qui ont des syndromes des exécutifs. Donc, le stress vient conduire à une véritable pathologie de la décision. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Et ça va, dans cette revue, on a montré vraiment le parallèle entre des lésions, par exemple, du cortex préfrontal dorsolatéral chez des parkinsoniens, chez des gens avec un syndrome des exécutifs, et nous, les pilotes sous stress, qui vont venir éteindre, ça se passe encore une fois médié par la voie dopaminergique, qui vont venir éteindre sous les effets du stress ce cortex préfrontal dorsolatéral, et donc qui vont venir montrer des comportements très pathologiques sous stress. Donc pourquoi ce long speech? C'est se dire, finalement, du coup les slides dans le désordre, on pourrait utiliser le neurofeedback θ qui est utilisé pour des patients qui ont des troubles exécutifs et l'appliquer à nos pilotes qui doivent gérer du stress et qui eux aussi ont des troubles exécutifs. Donc, je reviens en arrière. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait utiliser des tâches de working memory, de planification, de flexibilité mentale, énormément de tâches. Ensuite, on avait 2 groupes, un CHAM, 10 pilotes, un CHAM, 10 pilotes, mais pardon, je vais y arriver, 10 pilotes CHAM et 10 pilotes neurofeedback. Ils passent 8 sessions d'1 heure de neurofeedback frontal midline θ. Après, on a un post-test avec les mêmes tâches et ils avaient le même nombre d'heures de vol. Et on leur a demandé aussi de faire une tâche en simulateur de vol où il fallait gérer, qu'est-ce qu'il fallait gérer? Une navigation, des tâches de communication, comme on a pu entendre tout à l'heure, et répondre à des alarmes en parallèle. Donc du multitasking, on va pousser les capacités cognitives dans leur retranchement. Si on regarde en bleu, vous avez le groupe CHAM, en orange, vous avez le groupe actif. Et là, c'est ce que montre ça, c'est que le groupe qu'on a neuro-entraîné, effectivement, produit plus sur chaque session. C'est un effet cérébral, comme il a été évoqué par ce matin par Jean-Arthur, qui produisent plus de θ, on va dire. Mais en revanche, quand on va regarder l'effet comportemental de ce neurofeedback, parce qu'on a amélioré la performance de nos pilotes sur quasiment toutes les tâches, parce que vous voyez, quand vous voyez un effet, ça c'est pour le groupe neurofeedback, avant l'entraînement et après l'entraînement, tout ce qu'on voit, en fait, c'est un effet, pas de l'entraînement neurofeedback, mais un effet de l'entraînement, parce que ça fait 2 fois qu'on fait la tâche. Donc malheureusement, à part peut-être pour la mentale flexibilité, on n'a pas vu d'effet du neurofeedback sur le fonctionnement exécutif de nos pilotes fondamentaux. L'hypothèse, c'est qu'on a des gens qui ont 22 ans, qui sont pilotes, qui ont souvent un fonctionnement exécutif qui est très performant. Si vous faites une demi-heure de sport, est-ce que ça va changer grand-chose? J'en suis pas certain. À noter aussi notre échantillon qui est extrêmement faible, mais on a fait ça en pleine période de Covid, donc on a perdu plein de participants malheureusement à cause du Covid. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que sur la tâche vraiment de transfert, une tâche de la vie de tous les jours, les pilotes qui ont une groupe neurofeedback ont eu des capacités de navigation, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à mieux naviguer, avoir un pilotage plus fin. Ça n'a rien changé sur les alarmes et la communication, mais en tout cas, la tâche principale, ils ont eu une meilleure performance dans la tâche principale. Donc, il y a potentiellement des pistes intéressantes pour utiliser le neurofeedback dans des situations opérationnelles et stressantes. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est sur les interfaces cerveau-machine qui ont été évoquées. Comment on pourrait optimiser la symbiose entre l'humain et la machine par ces fameuses interfaces cerveau-machine. Et vous savez, peut-être qu'il y a 2 types d'interfaces cerveau-machine, enfin 2 grandes familles. Il y a les familles actives-réactives, c'est-à-dire celles qui vont faire qu'on va utiliser notre zone cérébrale pour contrôler un artefact. Par exemple, une personne qui est dans un siège roulant pourrait utiliser ses ondes cérébrales pour pallier à ses troubles moteurs, à ses déficits moteurs. Donc ça, c'est l'actif. Et on a le passif, c'est plutôt, on va mesurer votre état cérébral, votre fatigue, votre stress, et on va essayer d'adapter l'interaction en fonction de votre état cérébral. Je vois que vous êtes fatigué, vous êtes trop stressé, le pilote automatique, par exemple, va prendre votre place. Et encore une fois, vous allez me dire quel est le lien avec la synchronie, qui était le thème du jour. Eh bien, c'est que nous, on va utiliser des Steady State Visual Evoked Potential. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec cette technique. Mais l'idée, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans la communauté BCI. C'est que si je fais flasher un bout de l'écran à 9 Hz, 10 Hz, 11 Hz, 12 Hz, je vais pouvoir le savoir assez facilement. Pourquoi? Parce que si je mets un électroencéphalogramme dans le cortex visuel ici, d'accord, eh ce cerveau va se mettre à résonner à la même fréquence. D'accord? Ça fait comme une sorte d'eye tracker. Donc, si je porte mon attention ici, je vais voir du 9 Hz apparaître.
Ça se mesure assez simplement. Donc, on a une mesure qui est très, très bonne. Et nous, l'idée, en BCI, c'est surtout utilisé pour, par exemple, donner une personne qui est paralysée. On va mettre un alphabet derrière chaque fréquence. Le A est par exemple derrière le 9 Hz. Et quand la personne se focalise sur le 9 Hz, on va le décoder et ça va taper la lettre A. Un exemple. Donc ça, c'est utilisé de manière traditionnelle. Et nous, on voudrait savoir si on ne peut pas utiliser cette technique aussi pour mesurer votre niveau d'attention, votre niveau de vigilance. Avec l'hypothèse de mettre, par exemple, un gros objet qui flique, un gros flicker dans le background de l'écran. Et si vous le regardez, mais si vous êtes moins attentif, si vous êtes fatigué, on peut s'attendre à avoir moins de résonance cérébrale, même si ce n'est pas le bon terme, moins de résonance, un signal moins fort. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas utiliser ces flickers pour interagir avec mon cockpit, mais aussi voir à quel point mon cerveau se synchronise avec les écrans pour mesurer mon niveau de vigilance. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Vous allez voir, on a utilisé des électrodes pour interagir, commander le cockpit par la pensée, entre guillemets, et en même temps, le cockpit va venir vous sentir ou faire du sensing pour s'adapter à vous. Et donc, rapidement, là, ils devaient utiliser la partie active en se focalisant sur des différents items. Ils faisaient des checklists, les pilotes, vous savez, ils doivent rentrer le train d'atterrissage, éteindre la lumière, rentrer les volets, rallumer la lumière à tel moment, etc., sortir le train d'atterrissage. Voilà. Donc ça, c'est la tâche active. Et ils avaient une tâche passive où il fallait détecter une collision. Donc quand l'avion était au centre, ici, ça représente un avion, quand l'avion était au centre, ils devaient éviter la collision. Et là, on a mis un flicker, c'est-à-dire qu'un objet dans le background du radar qui flashait. Et en mesurant à quel point votre cerveau était en résonance avec ce flash, on arrivait à savoir à quel point vous portiez votre attention dessus. Et justement, si vous ne détectiez pas, si vous ne portiez pas assez d'attention ici, le système prenait la main et l'enclenchait l'autopilote. D'accord? Donc, je vous montrais comment ça s'est mis en œuvre. Et là, ce que vous voyez, c'est... Je vais peut-être un peu vite. Ici, vous allez voir, entre guillemets par la pensée, c'est un bien gros mot, il va activer et voler. Vous allez voir, ça va assez vite. Là, il va sortir la lumière, il va sortir le train d'atterrissage. Ça, c'est pour un tâche active. Juste avantage, c'est synchronie cérébrale. On peut faire ce genre de choses. Là, juste pour vous montrer qu'il peut connecter physiquement l'autopilote. Et là, vous avez la tâche de radar où l'opérateur devait détecter des collisions potentielles et prendre la main quand il voyait. Il devait prendre la main. Je ne vais pas y arriver, excusez-moi. C'est la même histoire encore. Vous allez voir, le système va s'adapter à l'humain quand celui-ci ne porte pas son attention. En décodant, ça va être Vous allez voir là, la personne a bien fait son job. Le système lui envoie un feedback vert. Et là, le pilote va louper la collision. Vous voyez, il envoie un feedback orange et AP, autopilote, l'autopilote qui s'engage et qui va faire la manœuvre à la place du pilote. Voilà, j'ai terminé avec mon talk. Donc l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut mesurer dans des situations de la vie de tous les jours de la synchronisation et qu'on peut utiliser des neurotechnologies justement pour la mesurer en temps réel et aussi pour mieux synchroniser l'humain et la machine. Voilà, à des fins de sécurité. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Là-bas derrière. On avait une devant. Tiens, une devant. Là-bas. Une question très intéressée sur les biomarqueurs, sur les mesures de synchronie brain-to-brain. Ce serait quelle bande de fréquence qui devrait faire l'objet du ciblage? Alors là, on a fait le rythme alpha, mais on avait de l'alpha. J'ai soulagé le slide parce que je ne sais pas quelle audience j'avais, mais c'est de l'alpha, principalement dans l'alpha et dans le θ. Et pourquoi l'alpha et le θ?
C'est les marqueurs qui ressortent. C'est dans ces bandes-là qu'on trouve. Dans ces bandes de fréquences, c'est cohérent avec la littérature. Le θ, je pense qu'il fait du sens parce qu'on voit que quand on a une tâche complexe, c'est plutôt du θ qui va augmenter chez un individu. Et même si c'est le problème de l'EEG, c'est pas la localisation de source. Néanmoins, c'est comme ce qu'on a pu me voir, c'est que c'est comme les électrodes très préfrontales qui synchronisent dans le θ, avec l'idée potentiellement que j'essaye d'inférer ce que tu es en train de penser de moi, etc. C'est ce qu'ils font le pilote et le copilote, par exemple, et que c'est probablement pourquoi ces fréquences spécifiques de θ, en particulier frontotemporale et frontopariétale et frontale, seraient plus actives. Là, pour le coup, c'est tout à fait cohérent. Je suis très étonné par le fait de choisir le θ comme cible d'entraînement. Je n'ai pas compris s'il fallait augmenter le θ pour les pilotes ou s'il faisait baisser le θ. Alors, là, ce qu'il devait faire, je suis peut-être allé trop vite, dans le neurofeedback, donc ce qui a été établi, c'est qu'il existe beaucoup de techniques de neurofeedback, dont celle-ci qui est la Fontaine. On va mesurer en temps réel l'activité, le θ, on va filtrer le θ qui est sur cette ligne frontomédiale. Et l'idée, c'est qu'on va entraîner les gens à produire plus de θ. Donc à produire des TDA. Pardon? Donc à produire des cerveaux TDA, troubles de l'attention, parce que c'est le biomarqueur du TDA, d'avoir du θ. Oui, alors le problème, c'est qu'on a, le θ, on le retrouve dans plein de trucs, c'est comme l'alpha, on mesure ses rythmes cérébraux. On mesure ses rythmes cérébraux. Toutes les tâches de fonctionnement exécutif, dès que vous avez un bon fonctionnement exécutif, en général, les gens ont plus de θ, et puis surtout un θ qui va aussi être plus proche enfin, ça dépend des tâches, soit vers le 4 Hz, soit vers le 8 Hz. Donc il y a deux choses qui jouent, il y a la puissance en θ, et à quel point, là on a fait du θ individualisé, mais toutes les tâches en cognition, là c'est un paradigme qui a été établi, pas du tout par moi, mais vraiment par d'autres personnes. Vraiment, dès que vous avez du fonctionnement exécutif, vous avez du θ. Mais c'est le problème de l'EEG, c'est que ces biomarqueurs-là, on les retrouve un peu partout. On a toujours du mal à les interpréter. Mais nous, c'est vraiment un marqueur, en tout cas, de performance. Plus vous êtes θ, plus vous êtes performant. Chez le sujet sain. Et j'ai aucun argument de plus pour Je trouve plus le nom du chercheur anglais qui a prouvé que, par exemple, les pilotes pilotaient mieux quand on justement faisait descendre le θ et augmenter le SMR, idem pour les dentistes. Donc tout ce qui est peak performance, c'est l'inverse du protocole que vous faites. Les deux. Je pense qu'il y a la littérature très contradictoire sur le θ. Donc, il n'y a pas qu'un seul papier, il y a des papiers très contradictoires, beaucoup qui vont dans ce sens-là. Des papiers encore récents, j'ai un collègue qui a publié dans Nature sur ce θ et montré que sur une tâche de mémoire ou d'attention, en fait, ce que va faire le θ, donc il synchronise des aires cérébrales, et quand il y a une aire cérébrale qui est en train de se désynchroniser, comme par exemple notre histoire auditive, le θ va envoyer un burst vers certaines aires pour le rephaser. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir ce θ-là, qui est assez important. Et aussi, en général, il montre pour des tâches attentionnelles, plus le θ est élevé, c'est-à-dire vers du 8, plus il est vers du 8 Hz, plus vous avez le métronome qui est régulé, plus il monitore les désynchronies, plus vite il peut intervenir. C'est ce qui était montré chez beaucoup de participants. C'est un papier dans Nature là, qu'il a sorti. On peut débattre, mais voilà. Ça reste de la science et tout à fait. Merci. Moi, j'ai aussi deux questions de la part de Léa. Donc, Léa du SAP-Santé m'a confié ces questions. Donc, il y avait deux questions. C'était, est-ce qu'on peut prédire que les pilotes font rater l'alarme dans l'EEG avant qu'ils la ratent? Et aussi, est-ce qu'on peut prédire la synchronisation pilote-copilote dans l'EEG à l'avance? Alors, pour la synchronie des alarmes, prédire les alarmes à l'avance, on a fait des travaux, oui, où on a fait la localisation de source, effectivement. Et donc, ce que je ne vous ai pas montré dans l'IRM, c'est que quand les pilotes passent dans des gates, donc quand ils font une tâche assez compliquée, ils sont focalisés. Comme vous, quand vous faites un créneau en voiture, vous êtes très focalisé. Vous avez un réseau de goulets d'étranglement qui se préactive. C'est lui qui va éteindre les entrées auditives. Et on a fait des travaux en localisation de source. On a montré que 3 secondes avant une alarme UP, il y avait ce goulet d'étranglement attentionnel
qui s'est activé. Donc, et on s'en est servi pour faire du machine learning pour prédire. Alors, on est à 67% pour prédire en 3 secondes s'il y a une alarme, le pilote ne l'entendra pas. Donc, avec l'idée d'avoir un cockpit adaptatif. Et pour la synchronie, on n'a pas encore fait de tels travaux, mais je pense que ce sera intéressant de voir si on peut prédire. Mais j'ai l'impression que quand on synchronise, c'est difficile peut-être de prédire une synchronisation, même comportementalement, savoir si on va synchroniser ou pas dans 5 minutes ou en 3 minutes, ça me paraît difficile conceptuellement. On peut peut-être imaginer, j'en sais rien, mais de la même façon qu'on peut prédire si on va rater une alarme, si les deux personnes ne sont pas attentives l'une à l'autre avant. Ah oui, pardon, oui, tout à fait, oui, tout à fait, ouais. Mais ça, ce serait une bonne métrique. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre dernière question comme... Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question concernant votre design expérimental. Lorsque vous parliez de... quand les gens manquaient des cues sonores à cause de leur inattention parce qu'ils étaient occupés sur une autre tâche. Donc l'exemple, c'était le pilote qui était en train de faire des tâches dans l'avion et qui devait reporter quand il entendait quelque chose. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous le forciez à plutôt reporter la tâche plutôt que de faire d'abord ce qu'il devait essayer de faire avant de reporter la tâche? Alors, reporter la tâche, ils avaient un joystick, ils appuient sur la gâchette dès qu'ils entendaient une alarme. Mais du coup, ce qui me fait dire qu'il y a peut-être une sorte de compétition entre les différentes actions qu'ils devaient performer et peut-être qu'ils privilégiaient d'abord de réaliser la tâche de conduite de l'avion avant de répondre aux stimuli sonores, ce qui pouvait créer un petit biais, quoi. Tout à fait, mais c'est aussi pour reproduire ce qui se passe d'une certaine manière dans la vie de tous les jours. Et quand vous avez vu, j'ai beaucoup de vidéos où les pilotes des alarmes peuvent hurler, vous dire exactement ce qu'il faut faire, pull-up, tire, et ils passent à travers parce que justement, ils vont prioriser cette tâche motrice. Et c'est ce qu'on voulait essayer d'avoir. Et après, c'est vrai qu'on a eu des sujets qui faisaient que la tâche auditive, qui écrasaient. Après, l'avion s'écrase, donc on ne peut pas continuer. C'est un compromis. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas appuyé sur le bouton que ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu le son. Ça veut peut-être dire qu'ils sont tellement pris par cette tâche qu'ils n'ont pas le temps de la reporter, quoi. Ouais, c'est tout à fait une bonne remarque. C'est difficile de disentangler ces choses-là. Néanmoins, les résultats qu'on a en IRM, il y a quand même le cortex auditif qui est moins actif dans cette phase-là. On a fait des ERP aussi. Donc on voit des composantes électrophysiologiques telles que la N100 très précoces qui sont atténuées quand, en tout cas, ils n'appuient pas, soit ils ont entendu, ils n'ont pas eu le temps. Donc on a ces preuves-là, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Raison. Merci beaucoup, merci encore Frédéric. Merci à vous.